On est 3 ans après le début du règne du roi Viserys et on sent que tout est sur le point de basculer. Le royaume est en fait au bord de l'implosion, tiraillé entre deux conflits. L'un se joue à mots couverts dans les couloirs du pouvoir, l'autre sur des plages baignées de sang, au degré de pierre. Alors regardons ça de plus près. On a vraiment deux guerres parallèles qui sont en train de définir le royaume. D'un côté, à la cour, c'est une sorte de guerre froide politique. Les armes, ce sont les rumeurs, les alliances de mariage, les symboles. De l'autre côté, à l'étranger, c'est bien plus brutal. Une guerre d'acier et de feu de dragon. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment ces deux luttes, qui semblent complètement séparées, sont en fait les deux faces d'une même pièce. Elles vont pousser deux héritiers de la couronne, jusqu'à leur point de rupture. D'abord, il y a les degrés de pierre. Là-bas, la grande quête de gloire du prince Daemon a tourné au fiasco. Ça fait 3 ans qu'il est enlisé dans une guerre d'usure absolument frustrante. Son ennemi, le bien nommé gaveur de crabes, est un maître de la guérilla. Il se cache dans des grottes où même le feu d'un dragon ne peut l'atteindre. Bref, c'est l'impasse totale. Et pendant ce temps-là, à la capitale, l'ambiance n'est pas meilleure. Loin de là. Le climat politique s'est complètement dégradé depuis la naissance du prince Aegon, l'héritier mâle. L'amitié qui liait la princesse Rhaenyra et la reine Alicente a volé en éclats, remplacée par une méfiance glaciale. La cour est devenue un véritable champ de mines. Et ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est une chasse royale. On pourrait croire que c'est juste une fête, mais pas du tout. Cet événement va devenir l'épicentre de toutes les crises que le roi a désespérément tenté d'ignorer. Le roi Viserys, lui, il est complètement déconnecté. Il organise cette chasse fastueuse, non pas pour gérer le royaume, mais pour célébrer l'anniversaire de son fils. Pire, il est obsédé par un présage. Il est convaincu qu'un cerf blanc, le symbole ultime de la royauté, va apparaître. Pour Rhaenyra, chaque mot sur ce cerf est comme un poignard dans le dos, la preuve qu'on cherche à la remplacer. Et bien sûr, l'avenir de Rhaenyra devient une sorte de monnaie d'échange. Les propositions de mariage pleuvent, mais aucune n'est pour son bien. Jason Lannister, toujours aussi subtil, se propose lui-même pour faire briller le nom des Lannister. Otto Hightower, la main du roi, va encore plus loin. Il suggère de la fiancer à son propre petit-fils, qui n'a que 2 ans. Seul Lord Strong semble avoir une vision d'ensemble, en proposant une union qui pourrait enfin réconcilier les Targaryens et les Vélarions. Allez, on retourne sur le champ de bataille, au degré de pierre, parce que les petites intrigues de la cour ont des conséquences très directes sur la guerre et sur le frère du roi. Quand on demande officiellement de l'aide au roi, la réponse de Viserys est un non, mais un non glacial, catégorique. Pour lui, la guerre de Daemon n'est qu'une crise d'ego, une aventure personnelle qui ne mérite absolument pas le soutien de la couronne. C'est une décision politique, bien sûr, mais aussi profondément personnelle, et elle va être lourde, très lourde de conséquences. La nouvelle tombe comme un coup près. Apprendre qu'il est abandonné par son frère, par son roi, ça pousse Daemon au-delà de ses limites. Sa réaction est une explosion de rage pure, de désespoir. Il se sent seul, acculé, humilié. Et c'est cette humiliation qui va le forcer à tout risquer, sur une stratégie qui ressemble à s'y méprendre à un suicide. Et c'est ça qui nous amène à 2 moments clés, 2 points culminants qui se déroulent en parallèle. Rhaenyra et Daemon, chacun à leur manière, vont devoir faire face à une épreuve décisive. Et ils devront le faire seuls. D'un côté, sur les plages des degrés de pierre, on a une scène incroyable. Le prince Daemon qui avance seul, sans protection, son épée à la main, comme s'il se rendait. C'est un appât. Un pari d'une audace folle pour obliger l'armée du caveur de crabes à enfin sortir de ses grottes. Et au même moment, à des centaines de kilomètres de là, dans la forêt royale, Rhaenyra livre son propre combat pour la survie. Elle a quitté le camp principal et avec son unique garde du corps, elle se fait attaquer par un sanglier enragé. Tout comme son oncle, elle se retrouve seule, à devoir se battre pour sa vie. Et c'est ce parallèle qui est absolument génial dans le récit. D'un côté, Rhaenyra fait une rencontre quasi mystique avec le fameux cerf blanc. Le vrai symbole de la royauté se présente à elle. Et elle choisit de l'épargner, un geste plein de noblesse. De l'autre, son père, le roi, doit se contenter d'une mise en scène pathétique. On lui amène un cerf ordinaire, déjà attaché, pour une mise à mort qui sonne complètement creux. Donc voilà, on a 2 héritiers et 2 victoires. Mais attention, la nature même de ces victoires nous laisse penser que le vrai conflit, lui, est encore loin, très loin d'être terminé.
Le plan de Daimon, aussi fou soit-il, se déroule à la perfection. C'est un véritable coup de poker. Il sert d'appât, il survit à l'encerclement juste assez longtemps pour que l'infanterie Velaryon puisse charger. Et le coup de grâce, c'est Laenor qui arrive sur son dragon pour fermer le piège. Le duel final dans la grotte est l'apothéose, mettant fin à 3 ans de boucherie. Pendant ce temps, à la cour, la victoire de Rhaenyra est d'une autre nature. C'est une victoire politique. Son père, impressionné par son courage, la rassure et réaffirme qu'elle est bien son héritière. Mais cette victoire a un prix, une condition. Elle doit se marier, pas par amour, mais par devoir, pour forger une alliance puissante et consolider sa position. Et le résultat de tout ça, c'est saisissant. On n'a plus un, mais bien 2 héritiers targaryens qui ont fait leurs preuves. Daemon est maintenant un héros de guerre, un chef militaire que la victoire a légitimé. Et Rhaenyra a montré sa force de caractère, en plus d'avoir été adoubée par les symboles de la royauté. La succession n'est plus une simple question de décret, c'est devenu une confrontation entre 2 légitimités bien réelles. Alors, la question qu'on doit se poser est la suivante. Est-ce qu'on vient d'assister à la fin d'un conflit, ou est-ce que ces victoires durement acquises n'étaient en fait que le prologue sanglant, le coup d'envoi de la véritable guerre à venir ?